Survoler Mexico, ça donne le vertige. Une ville perchée à 2240 mètres d'altitude, encerclée par des montagnes. Un interminable tapis de ciment qui abrite 22 millions d'habitants, 2 fois la population de la Belgique. Vu de loin, on ne se rend pas compte que la capitale mexicaine vit constamment au bord du naufrage. Elle doit importer à grands frais l'eau des États voisins. La pollution provoque la mort de plus de 9000 habitants par an. Et chaque jour, on y compte en moyenne 4 meurtres et 200 agressions. Alors mieux vaut se lever tôt quand on tient les rênes de la ville. Il est 6 heures du matin. Une cinquantaine de personnes font la queue pour rencontrer Madame la maire et lui exposer leurs problèmes de vive voix. Si vous pouviez avoir l'amabilité de m'aider, madame, pour que ces 3 années, presque 4, soient comptabilisées. Premiers arrivés, premiers servis. C'est le seul filtre de sélection. Problèmes fiscaux, conflits de voisinage, projets artistiques, Claudia Sheinbaum et ses assesseurs écoutent le tout venant des préoccupations citoyennes. Notre quartier est un vrai chaos. On a besoin de votre aide, madame. Il y a trop de bars malfamés. Regardez le genre de spectacle qui s'y produit. Claudia Sheinbaum est mère divorcée de 2 enfants, socialiste et matinale. Ces audiences ont lieu 4 fois par semaine à la même heure. Ces audiences sont très importantes parce que ça me remet les pieds sur terre et me fait garder le contact avec les vrais problèmes des habitants. Le gouvernement de notre ville a perdu beaucoup de légitimité et de prestige parce qu'il y a eu beaucoup de corruption et peu d'attention envers les citoyens. Je pense que pour gouverner, il faut d'abord savoir écouter. Devant la mairie, les premières lueurs du jour caressent le Zócalo, la place centrale. Il est tout juste 7 heures du matin. Bonjour. La réunion quotidienne avec le cabinet de sécurité commence. Le pays a vécu en 2018 son année la plus sanglante, avec une moyenne de presque 100 homicides par jour. Ici, nous avons un total de 254 délits graves. Le gouvernement de la ville, entré en fonction fin 2018, bataille contre cette fièvre criminelle. C'est difficile de faire de cette ville une bulle de sécurité. Pendant longtemps, Mexico était plus sûr que le reste du pays. Mais de nombreux cartels y ont désormais pénétré. Et ces cartels visent le cœur de la ville, le centre historique. Une zone qui fourmille d'activités et de commerce informel. À quelques pas des zones les plus touristiques et des vestiges précolombiens, c'est un labyrinthe où les bandes criminelles se nichent dans chaque repli. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Claudia Sheinbaum inaugure une galerie de graffiti dans une rue du centre. La sécurité, ça veut dire aussi nous réapproprier ces rues. Et ça, on va le faire ensemble. C'est José Luis, un commerçant, qui était venu soumettre ce projet en audience matinale. Il a conservé le ticket qu'on lui avait donné ce matin-là. Un jour, je me suis dit, tiens, je vais aller rencontrer Madame Sheinbaum, juste pour voir ce que ça pouvait donner. Je lui ai remis les projets de notre groupe. Je ne la connaissais pas du tout. Je n'avais aucun contact. Je suis arrivé devant elle comme un citoyen lambda. Et j'ai été écouté. Le centre historique de Mexico, c'est un îlot de résistance à la gentrification. Des quartiers à la mauvaise réputation où l'on se rassemble chaque mois pour célébrer la Santa Muerte, une déesse de la mort considérée comme la protectrice des voyous et des criminels, mais aussi des laissés pour compte. On arrose les statues de la sainte de tequila ou de vodka. On lui offre des cigarettes. Des traces de la culture préhispanique mêlées aux pratiques populaires modernes. Et pourtant, ce ne sont pas eux qui font le plus peur dans cette zone. Ce sont les uniformes de police. Entre les habitants et les forces de l'ordre, le lien est à reconstruire de bout en bout.
Qu'est-ce qu'on attend de vous? Que vous soyez nos yeux, que vous nous racontiez tout ce que vous voyez. On sait qu'on a des collègues qui sont de mèche avec les bandes criminelles. On doit le reconnaître. Pour rebâtir la confiance, Claudia Sheinbaum a rebattu les cartes, changé les agents de secteur, redessiné les divisions par quartier. Des réunions ont désormais lieu chaque semaine entre police et habitants. Elles sont souvent houleuses. Le voleur est entré dans notre cour. Le policier nous demande « Alors, où il est ?» Je lui dis « Allez-y, passez. Je vous autorise à fouiller partout, même dans les poubelles. Faites quelque chose, attrapez-le. » Le policier l'attrape. Le jeune voleur lui donne en cachette ce qu'il venait de voler, environ 100 €. Et le policier le relâche. Alors, vers qui on doit se tourner? Oui, je vous comprends, madame. Mais laissez-nous une chance. À tous les nouveaux agents, ici présents. Je pense que ça vaut le coup de leur donner une nouvelle chance. C'est un nouveau départ et un nouveau système. Les commerçants sont en première ligne, rackettés par les criminels et menacés de mort s'ils ne payent pas. Quelques jours après cette réunion, à 2 rues de là, l'un d'eux sera abattu en plein jour. Quand je suis entrée en fonction, je pensais qu'avec les politiques qu'on allait mettre en place, l'insécurité allait diminuer bien plus rapidement. En fait, ça prend plus de temps que prévu. On a dû revoir notre programme et faire de nombreux ajustements. En clair, il a fallu montrer les muscles. C'est la Garde nationale, une police militarisée qui surveille désormais plusieurs entrées de la ville. Les salaires des hauts fonctionnaires ont été drastiquement baissés, plus d'1 milliard d'euros d'économies qui ont permis d'augmenter le salaire de base des policiers. Pour Franco et José, c'est la même routine tous les matins. Enfiler un gilet pare-balles et charger leurs armes. Au cours des 6 premiers mois de l'année, 228 policiers ont été tués dans le pays. C'est une décision difficile que j'ai prise seule. Ma famille n'était pas d'accord. Tout ce qui se passe dans le pays, ça leur faisait peur. Tous ces policiers morts en service. Dans le dédale surchargé du centre-ville, les patrouilles peuvent facilement être prises en embuscade. Il y a un agent au coin de la rue? Oui, je crois. Oui? Ok, on va y passer. Alors, le plus souvent possible, ils laissent la voiture et patrouillent à pied. Cette rue est l'une des plus dangereuses du secteur. Des dizaines d'agressions ont eu lieu devant ce portail. Dès qu'on a le dos tourné, ils attrapent des passants, les poussent à l'intérieur et les dépouillent. Mais avec les groupes de conversation qu'on a formés avec les voisins qui viennent aux réunions, on contrôle la situation. Ils nous préviennent dès qu'il se passe quelque chose. Un policier est en poste permanent juste en face. Franco et José font une visite de contrôle dans la résidence. Mais alors qu'ils en sortent, un commerçant les prend à partie. Vous n'avez pas le courage de venir voir ce qui se passe ici. Et vous n'avez pas le courage de vous occuper vous-même de vos délinquants. Mais c'est ton travail, c'est pour ça que je vous paie. Toi, tu me paies pas à ce que je sache. Si, je te paie, parce que ce sont mes impôts. Ouais, c'est ça. T'as bien une tête à payer tes impôts. Le policier en poste là-bas au coin, il sait très bien qui sont les délinquants. Mais il ne leur touche pas un cheveu. Si mon mari est comme ça, c'est parce que notre fils a été séquestré il y a 2 ans. Et il a été tué. C'est dans le journal que Carlota et José Luis avaient appris la mort de leur fils, à peine 24 heures après son enlèvement. Depuis l'enlèvement de mon fils, il y a 2 ans, la police n'a rien fait. Le premier inspecteur est venu, il nous a exigé 2000 € pour commencer l'enquête, puis il a été muté, un autre est venu et il m'a dit « Moi je vais vous résoudre le problème » et il m'a demandé 4000 €. Peu à peu, les esprits se calment. Le deal entre flics et voyous, c'est « Tu me donnes 500 pesos pour que je te libère? Pas plus ?» Si vous voyez autant d'injustices, vous devriez les dénoncer. Si vous voulez, tous les mercredis, nous avons maintenant des réunions avec les voisins. Vous pouvez demander à votre voisine, elle y va régulièrement. L'incident est clos. Le quotidien de José et Franco est souvent fait de méfiance et d'amertume.
Il y avait pourtant beaucoup d'éléments pour mener l'enquête. La voix des ravisseurs, par exemple. C'est Denise, la sœur de la victime, qui prenait leurs appels. J'étais complètement paralysée. Il y avait un policier à côté de moi qui me soufflait ce que je devais dire aux ravisseurs. Parce que moi, je n'en avais aucune idée. J'étais perdue. José Luis et Carlota reviennent parfois dans la chambre de leur fils. Je suis un agent de police à la retraite. Mais jamais je n'ai extorqué qui que ce soit, ni n'ai utilisé mon poste pour faire des magouilles. Jamais je ne me suis drogué. Si vous me voyez avec les yeux rouges aujourd'hui, c'est que... Toute la journée, je pleure mon fils. L'impunité, un mal qui alimente la violence comme un monstre qui s'autoconsume. J'espère qu'on saura un jour. Alors j'irai au marché de Tepito et j'achèterai un fusil d'assaut. Ça, c'était son bonnet. J'achèterai une quinzaine de chargeurs remplis de munitions. Et je les viderai un à un sur ceux qui ont fait ça. Je vais tous les tuer. Les plaies laissées par des années de corruption ne se refermeront pas en un jour. Mais il y a un autre mal dont aucun habitant de Mexico ne peut se protéger. La pollution. Letty vit loin du centre, très loin. Quand elle termine de faire le ménage dans cette maison d'un quartier aisé, un périple l'attend. Je fais un trajet de 2 heures chaque matin. Je reste 4 ou 5 heures au travail. Et pour rentrer, c'est encore 2 heures de trajet. Il n'y a pas de travail près de chez moi. Je dois aller chercher bien plus loin. 3 segments de métro, 2 segments de bus. Dans l'immensité des rues de Mexico, c'est le quotidien de millions d'habitants. Letty habite dans un quartier difficile d'accès. Un de ceux qui ont poussé sans planification et sans infrastructure au cours des dernières décennies. Quand on s'est installé ici, en 1984, on était entouré de collines de verdure. Bien sûr, on n'avait pas d'eau ni d'électricité. Mais on vivait mieux, pas vrai, Letty? Oui. Vous voyez, maintenant, il y a des maisons jusqu'en haut des collines. Avant, ici, il y avait des écureuils, des lapins, des tatous. Maintenant, il n'y a même plus d'oiseaux. De leur toit, Letty et sa mère ont une vue imprenable sur l'épaisse couche de pollution qui recouvre la vallée. Dans les années 80 et 90, Mexico, c'était la vitrine noircie de la modernité, la ville la plus polluée du monde. Puis les pouvoirs publics s'en sont mêlés, plutôt efficacement. Au centre de monitoring atmosphérique, on contrôle chaque jour les taux de particules et d'ozone pour savoir s'il est nécessaire d'interdire la circulation aux véhicules les plus polluants. Concrètement, on va avoir des valeurs au-dessus des normes. Oui, c'est ça. Mais pas assez hautes pour déclarer des restrictions. Sergio Zirat est directeur du centre de monitoring. Il a été témoin de progrès presque constants depuis les années 90. Mais cette année, badaboum. Courant mai, une surcharge de particules fines a asphyxié la ville. Je travaille sur la qualité de l'air depuis 1992 et jamais je n'avais rien vu de pareil à ce que nous avons vécu cette année. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des incendies de forêt exceptionnels dans tout l'ouest du pays. Et l'air est venu stagner ici, sur la ville. Un effet direct du changement climatique, des températures exceptionnellement chaudes et une saison des pluies arrivée beaucoup plus tard que la normale. La crise atmosphérique a pris Claudia Sheinbaum par surprise. Il lui faudra 3 jours pour décréter des restrictions à la circulation et la fermeture temporaire des écoles. Un retard qui a provoqué les sarcasmes des habitants.
Car en matière de qualité de l'air, Madame la maire est censée savoir de quoi elle parle. La moitié des particules PM2,5 provient d'émissions directes et l'autre moitié provient de réactions chimiques dans l'atmosphère. Elles sont générées par d'autres agents polluants, les particules organiques volatiles et l'oxyde de nitrogène. Car Claudia Sheinbaum est une tête. Physicienne, ingénieure environnementale, elle fait partie du GIEC, le groupe d'experts lauréats du prix Nobel de la paix en 2007 pour son travail sur le changement climatique. J'ai vécu à Mexico toute ma vie et j'ai fait une partie de mes études scientifiques sur cette ville, sur la pollution atmosphérique, sur la conservation des sols. Alors le fait de la diriger me donne l'occasion de mettre en œuvre tout ce que j'avais planifié. La qualité de l'air n'est pas une bataille gagnée d'avance, même si c'est une vraie spécialiste qui la mène. Mexico n'a pas pu grandir en même temps que sa population. La ville a connu une explosion démographique qui a duré plusieurs générations. La maman de Letty avait 11 frères et sœurs. Letty en a 7 et elle a eu 3 filles. Première victime de cette surcharge, l'eau. Je récupère l'eau de la machine à laver pour nettoyer le sol. Régulièrement, les deux femmes doivent se rendre en bas de la colline pour en demander au service de la ville. Vous pourriez nous envoyer un camion complet d'eau, s'il vous plaît? Parce qu'on est 7 dans notre maison et avec ce que vous nous livrez, ce n'est pas suffisant. Une corvée dont on peut rentrer bredouille. Vous êtes parmi les derniers arrivés aujourd'hui. Ça va traîner un peu, mais ne vous inquiétez pas, ok? L'eau finira par arriver. Parfois, on doit y aller tous les jours parce que cela arrive de ne nous livrer qu'un peu d'eau. Et on voudrait que la mairie nous envoie de l'eau de bonne qualité parce qu'elle arrive jaunâtre. Avant-hier, je suis venue demander de l'eau, mais ils ne sont jamais passés. Cette fois-ci, Letty et sa mère ne vont pas laisser filer leur chance. Elles montent dans le camion pour le guider. Du bricolage logistique dont dépendent 38% des habitants de Mexico. Aujourd'hui, elles peuvent enfin remplir leur citerne. De quoi tenir un mois si elles ne commettent pas d'excès. Mexico a soif. Un comble quand on connaît comme Alfonso l'histoire de la ville. Vous voyez cette avenue? En l'an 1500, c'était une digue. Un remblai de pierre qui séparait les eaux du lac de Texcoco du lac de Tenochtitlan. Tout ce qu'on voit ici était couvert d'eau. Le Mexico précolombien, c'était 90% d'eau et 10% de terre. À l'arrivée des Espagnols, Tenochtitlan, la capitale aztèque, était un lac parsemé de quelques îles. Des siècles de drainage et d'exploitation des nappes phréatiques en ont fait une ville desséchée. Le sous-sol est devenu sec et cassant. Les effets des tremblements de terre fréquents dans la région en sont démultipliés. 10 000 morts en 1985, 331 morts en 2017. L'eau est non seulement difficile d'accès, elle est aussi polluée. Voici ce qu'il reste du canal national, l'un des rares cours d'eau qui n'a pas disparu, englouti par le béton. L'équipe de Claudia Sheinbaum a annoncé un vaste programme de nettoyage et de régénération des rivières. Mais sur le terrain, on attend encore le début des travaux. Alors ce sont les habitants qui s'y mettent. De quoi avez-vous besoin? Des gants? Voici. Ce ne sont pas quelques déchets à glaner. C'est un tapis de plastique profondément incrusté dans le lit du Rio Magdalena. Comme d'habitude, on a trouvé des vêtements, du plastique, des tuyaux. Il n'y a plus de vie dans cette rivière. C'est très pollué. Les eaux usées représentent 60% de ce cours d'eau. Les volontaires ont répondu à l'appel d'un collectif d'associations. Quand les pouvoirs publics traînent, les habitants prennent les rênes. Rocio est biologiste spécialisée dans la qualité de l'eau. Selon elle, il est important de ramasser les déchets solides, mais cette rivière reste un cloaque où débouchent toutes les eaux usées du sud de la ville. Chaque mètre cube d'eau usée pollue au moins 8 mètres cubes d'eau propre.
Alors, si on additionne toutes les arrivées d'eau usée aux abords ou à l'intérieur de la ville, c'est une quantité impressionnante d'eau dont on ne peut plus rien faire. Si seulement on avait une bonne évacuation des eaux usées. Cette rivière se dirige tout droit vers le golfe du Mexique. Mais quand on remonte vers sa source, à peine 5 km avant son entrée en ville, on trouve ça. C'est difficile de penser que c'est le même cours d'eau. Tout est propre, il n'y a pas cette odeur fétide qu'on perçoit en contrebas. L'eau est claire et l'air frais. Rocio et ses collègues sont venus recenser la faune et la flore de cette portion bien vivante du Rio Magdalena. Voici des pierres qu'on vient de ramasser dans la rivière. Elles contiennent des organismes qui dénotent une très bonne qualité d'eau. Ici, vous voyez par exemple des cyanobactéries qui forment cette couche de mousse. Le panorama est bien sombre, mais Rocio et Javier placent beaucoup d'espoir dans la nouvelle maire de la ville. Je pense que c'est une opportunité, parce qu'elle fait partie de la communauté scientifique. Elle comprend ces problématiques, mais tout ne dépend pas que d'elle. Bonjour, c'est vous qui avez fait ce potager? Purifié, replanté, oxygéné, en passant par les programmes de la ville, mais aussi par des activités participatives. C'est un des chevaux de bataille de Claudia Sheinbaum. Tous les samedis, Madame la maire abandonne ses tailleurs pour aller planter des arbres avec les habitants. Dites, je crois qu'il faut creuser plus profond pour couvrir les racines, non? Letty et ses filles sont venues s'essayer au maniement de la pelle. C'est la première fois que je plante un arbre. J'espère qu'on le refera. Semer, ça devrait être un geste bien plus quotidien. On pourrait avoir un potager chez nous, mais on peut faire plus. Inciter à ce que tout le monde sème quelque chose, ou nous organiser entre amis pour faire de petites campagnes de plantation. Les mains dans le terreau, la scientifique est dans son élément. C'est notre programme de lutte contre le changement climatique. On veut revégétaliser cette ville. Cette année, on veut planter 5 millions de pieds. C'est notre défi vert. Une nouvelle semaine commence, une nouvelle série d'audiences. Et un espoir peut-être pour Carlota. Elle est venue avec sa fille Denise. José Luis, malade et déprimé, n'a pas pu les accompagner. Bonjour madame. Bonjour. Nous avons retrouvé sa voiture. Nous avons retrouvé son corps, mais il n'y a aucun détenu. Je demande votre aide, s'il vous plaît. Nous voulons obtenir justice. J'ai d'autres enfants et j'ai peur pour eux. Voilà ce que je vous propose. On va vous prendre rendez-vous avec le nouveau juge d'instruction spécialisé dans les enlèvements. Dans un pays où 98% des crimes sont impunis, rouvrir un dossier de kidnapping, c'est s'accrocher à une lueur bien vacillante. Mais plus importante que tout pour Carlota. Je veux juste avoir accès à la justice. Et qu'on soit tous reçus de la même façon. Qu'on ait ou non de l'argent, que tous, nous puissions obtenir justice. Aux quatre coins de la capitale mexicaine, des espoirs silencieux reposent sur les épaules de Claudia Sheinbaum. La tâche est trop immense pour être comblée en 6 ans de mandat. Mais avec des habitants de plus en plus conscients, exigeants et actifs, l'ancienne capitale aztèque sera peut-être bientôt un peu plus verte, un peu plus propre, un peu plus juste.